Dernière nouvelle. Ce qui se joue au Cameroun n'est plus une crise électorale. C'est un basculement de pouvoir. En silence, loin des caméras locales, une bataille décisive a changé de terrain. Elle a quitté Yaoundé. Elle s'est déplacée vers Paris. Et avec elle, c'est tout l'équilibre du régime camerounais qui vacille. Depuis des décennies, le pouvoir en place a survécu à toute contestation, dénonciation, violence, scandale. Mais jamais à une chose, la perte de crédibilité internationale. Aujourd'hui, ce tabou est brisé. La crise politique Cameroun n'est plus un dossier interne que l'on peut étouffer par la force. Elle est devenue une affaire suivie, documentée, observée. Une affaire qui circule dans les médias, les cabinets juridiques, les chancelleries. Au cœur de ce tournant, une stratégie inattendue. Pas d'armes, pas de soulèvement, mais une offensive méthodique sur 3 fronts, le droit, l'image, la diplomatie. Dans le monde moderne, un régime ne s'effondre pas quand il est défié dans la rue. Il s'effondre quand plus personne n'ose le défendre. C'est ici que la vague Chiroma s'internationalise. C'est ici que le bras de fer change d'échelle. Et ce qui va suivre pourrait rendre le retour en arrière impossible. Pendant des années, la contestation politique au Cameroun a suivi un schéma prévisible. Une élection contestée. Des manifestations. Une répression brutale, puis le silence. Un cycle fermé maîtrisé par un pouvoir rompu à l'usage de la force et à l'épuisement du temps. Issa Chiroma a rompu ce cycle. Non pas en contestant plus fort, mais en contestant autrement. Son intuition est simple, presque froide, dans le monde contemporain. Le pouvoir ne se mesure plus seulement à la capacité de contrôler un territoire, mais à celle de rester reconnaissable, fréquentable et défendable sur la scène internationale. Un régime peut survivre à la colère de sa population. Il ne survit pas longtemps à la perte de sa crédibilité externe. C'est là que commence la bascule. Au lieu de s'engouffrer dans la voie attendue de la confrontation violente, Chiroma choisit un terrain que le régime maîtrise mal, celui de l'exposition. Pas l'exposition émotionnelle, mais l'exposition structurée. Documents électoraux, procès-verbaux de dépouillement, dossiers précis, chronologie, nom, date, fait. Ce choix n'est pas anodin. Il marque un changement de logique. La contestation cesse d'être une réaction. Elle devient une stratégie. Dans cette approche, chaque élément compte. Les preuves de fraude ne sont plus destinées uniquement à convaincre une opinion nationale déjà convaincue. Elles sont calibrées pour circuler. Être compris, être repris, être évalué par des acteurs qui ne votent pas au Cameroun, mais dont l'influence pèse sur son avenir médias internationaux, chancelleries, institutions, financières, partenaires économiques. La crise politique Cameroun sort alors de son isolement. Elle cesse d'être une affaire intérieure pour devenir un dossier. Et dans le monde du pouvoir, un dossier est toujours plus dangereux qu'un slogan. Ce déplacement stratégique révèle une compréhension fine du fonctionnement réel des régimes contemporains. Le pouvoir de Yaoundé ne repose pas uniquement sur la police, l'armée ou l'administration. Il repose aussi sur des relations extérieures, des lignes de crédit, des accords, des silences diplomatiques. Autrement dit, sur un équilibre fragile entre ce qui se fait à l'intérieur et ce qui est toléré à l'extérieur. Chiroma choisit d'attaquer cet équilibre. Il ne cherche pas à renverser l'État par la force, il cherche à rendre son maintien coûteux. Coûteux en image, coûteux en réputation, coûteux en crédibilité. Car un régime peut supporter l'instabilité interne tant qu'il reste utile, stable ou présentable aux yeux de ses partenaires. Mais dès lors qu'il devient embarrassant, chaque soutien se transforme en risque. C'est ici que la vague commence à prendre forme. Elle n'est pas spectaculaire. Elle ne fait pas de bruit immédiat. Elle progresse lentement, méthodiquement, par cercles concentriques. Chaque document transmis, chaque information
relayer chaque relais médiatique activé ajoute une pression supplémentaire. Non pas une pression explosive, mais une pression constante, celle qui use. Ce mouvement marque une rupture historique. Il signifie que la lutte pour le pouvoir ne se joue plus uniquement dans l'espace national. Elle se joue dans la capacité à survivre à l'examen du monde, à rester fréquentable, à rester défendable. Dans cette logique, le rôle de la violence change. Elle ne fait plus taire la contestation, elle la nourrit. Chaque acte répressif devient un élément supplémentaire du dossier. Chaque arrestation alimente le récit. Chaque silence officiel laisse une trace. Le régime se retrouve alors dans une position inconfortable. Ses réflexes habituels intimidés, censurés, réprimés, produisent l'effet inverse de celui recherché. Ils accélèrent l'internationalisation de la crise. Ils transforment un affrontement politique en problème de légitimité. C'est précisément ce que Chiroma exploite. Il ne parle pas seulement au peuple camerounais, il parle au monde qui observe. Et dans ce monde, la force brute ne suffit plus à garantir la survie politique. Ce qui compte, c'est la capacité à rester dans les clous d'un ordre international qui tolère beaucoup de choses, mais pas tout. Ainsi, la vague Chiroma ne naît pas d'un élan spontané. Elle est le produit d'un calcul. Un calcul froid. Celui qui consiste à déplacer le bras de fer vers un espace où le pouvoir ne peut plus imposer ses règles. Mais une stratégie aussi méthodique, soit-elle ne devient réellement irréversible qu'à partir du moment où un événement brise le dernier rempart, l'indifférence morale. Mais une stratégie aussi brillante, soit-elle ne devient irréversible que lorsqu'un choc moral force le monde à regarder. La vague Chiroma commence comme un calcul politique. Mais ce calcul va bientôt être rattrapé par un événement que le régime ne pourra ni contrôler, ni expliquer, ni effacer. Il existe dans toute crise politique un moment précis où le calcul bascule, un instant où la stratégie cesse d'être abstraite pour devenir irréversible. Au Cameroun, ce moment porte un nom, Anicet Ekane. Jusqu'alors, le pouvoir pouvait encore espérer contenir la contestation dans un jeu d'ombre, des chiffres contestés, des récits opposés, une bataille d'interprétation. Le régime savait naviguer dans cette zone grise où tout peut être relativisé, nié, dilué. Mais la mort d'Anicet Ekane a brisé cet équilibre fragile. Ce n'est pas un décès ordinaire, ce n'est pas un accident administratif, ce n'est pas une disparition de plus dans le bruit de l'actualité. C'est un assassinat politique survenu dans un lieu où l'État ne peut prétendre à l'ignorance. Une mort en détention. Une mort sous la responsabilité directe de l'appareil sécuritaire. Une mort qui transforme instantanément un régime contesté en régime accusé. À partir de là, la crise politique Cameroun change de nature. Jusqu'ici, le conflit pouvait encore être présenté comme une rivalité électorale, une opposition classique entre pouvoir et adversaire. Avec Anicet Ekane, le récit bascule dans un autre registre, celui des droits humains, de la responsabilité pénale, de la violence d'État documenté. Le pouvoir ne fait plus face à des revendications. Il fait face à un fait. Et un fait ne se négocie pas. Le corps d'Anicet Ekane devient une pièce à conviction. Chaque détail de sa détention, chaque témoignage, chaque incohérence officielle alimente un dossier qui dépasse désormais le cadre national. La mort n'éteint pas la contestation. Elle l'organise. Elle lui donne une forme, une gravité, une portée internationale. C'est ici que la stratégie de Issa Chiroma trouve son point d'ancrage le plus puissant, ce que les procès-verbaux électoraux avaient commencé à démontrer sur le plan politique. L'assassinat d'Anicet Ekane le scelle sur le plan moral. La contestation ne repose plus seulement sur des chiffres, elle repose sur une violation irréfutable de la dignité humaine. Dans le monde contemporain,
peu de choses mobilisent autant que la preuve de l'irréparable. À partir de cet instant, chaque tentative du régime pour minimiser, expliquer ou détourner l'attention produit l'effet inverse. Le silence devient suspect. Les communiqués deviennent fragiles. Les justifications apparaissent comme des aveux différés. Plus le pouvoir cherche à refermer la séquence, plus elle s'ouvre. Le mécanisme est implacable. Chaque acte de répression ultérieur n'est plus perçu comme une réponse sécuritaire, mais comme une récidive. Chaque arrestation alimente la suspicion. Chaque entrave à l'information confirme l'existence de quelque chose à cacher. Le régime entre dans une spirale où ses propres réflexes accélèrent son exposition. Anicet Ekane cesse alors d'être un individu pour devenir un symbole. Le symbole d'une ligne franchie, d'un point de non-retour, d'un moment où la violence cesse d'être un outil de contrôle pour devenir un facteur d'isolement. Ce basculement a une conséquence majeure. Il rend impossible le retour à l'indifférence internationale. Les partenaires, les observateurs, les médias ne regardent plus le Cameroun comme un théâtre lointain de tensions internes. Ils le considèrent comme un espace où l'État est directement impliqué dans une violation grave. Et dans ce regard, le régime perd ce qui le protégeait le plus, l'ambiguïté. La mort d'Anicet Ekane retire au pouvoir la possibilité de se présenter comme arbitre. Elle l'enferme dans le rôle d'acteur central de la violence. Un acteur qui doit désormais rendre des comptes non seulement à son peuple, mais à un ordre international où certaines lignes, une fois franchies, ne se négocient pas. C'est précisément là que la vague prend de l'ampleur. Car à partir de ce moment, chaque document transmis à l'étranger, chaque dossier juridique préparé, chaque article publié ne s'inscrit plus dans une simple dénonciation politique.